situations de conflit armé n'ont manifestement pas et pas du tout disparu de la surface de la planète. C'était un des espoirs, peut-être un des mythes véhiculés depuis... tout le storytelling qui a eu lieu autour du développement du nucléaire militaire. Qu'est-ce qu'on peut penser aujourd'hui de l'idée de dissuasion nucléaire? Vous avez déjà à moi fait allusion au fait que ça pouvait être disposer d'armes nucléaires pouvait être utilisé comme avantage tactique ou stratégique. Et évidemment, on peut penser en ce moment à ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. Est-ce que ça ne révèle pas une situation où maintenant un pays qui possède un arsenal nucléaire peut agir d'une manière que les autres désapprouveraient, mais avec évidemment un moyen très très puissant de faire une forme de chantage? Alors, ça c'est évidemment une question essentielle parce que vous posez la question en termes de dissuasion nucléaire. Donc par rapport à ça, je vais faire peut-être 4 remarques. Je crois que la guerre en Ukraine pour l'instant est porteuse de 4 enseignements en matière de politique nucléaire, ou 3 ou 4. D'abord, elle montre qu'on présente à tort la dissuasion nucléaire comme une stratégie strictement défensive. L'idée que cette stratégie soit strictement défensive peut être l'intention qui préside au discours, oui, mais il n'en reste pas moins que les menaces nucléaires du président russe, avant même l'invasion, nous rappellent que la menace d'emploi d'armes nucléaires peut couvrir des actions agressives telles que la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas du tout la première du genre. Donc, il faut penser avant aux incursions pakistanaises en Inde, à Kargil en 1999, et aux attaques en 2001 et 2008. Et le fait que la menace d'emploi d'armes nucléaires couvre des actions agressives n'empêche pas qu'elle soit toujours désignée comme dissuasion, puisque dans ce cas-là, il s'agit toujours de dissuader quelque chose, de dissuader une forme de riposte. Donc, il y a un volet agressif et coercitif à cette politique de menace nucléaire. Deuxième observation, la leçon qu'on va tirer de la guerre peut être décisive pour l'avenir de la prolifération. Il est donc essentiel de rejeter l'idée selon laquelle si l'Ukraine avait conservé les armes nucléaires qui se sont retrouvées sur son sol au moment de l'effondrement du bloc soviétique, elle n'aurait pas été envahie. Outre le fait que bien peu de députés ukrainiens le souhaitaient à l'époque, ce n'était tout simplement pas possible. Les Ukrainiens ne disposaient pas des codes de lancement, ni des infrastructures ou des capacités de production de matières fissiles nécessaires à l'entretien de l'arsenal, même si on suppose qu'ils auraient pu conserver ces armes et les entretenir, ce qui semble excessivement optimiste. Souvenons-nous que dès mai 1992, les Ukrainiens n'avaient déjà plus d'armes nucléaires tactiques sur leur sol et que les Russes pouvaient saboter les armes restantes. Elles n'auraient donc pas été dissuasives pour la Russie. Au moment où la Russie allait envahir, ils savaient que les armes nucléaires pertinentes n'étaient soit plus sur le sol ukrainien, soit pouvaient être sabotées, donc ils n'auraient pas été dissuadés. On peut même envisager que la Russie ait envahi plus tôt pour récupérer ces armes dans un contexte où les 5 membres permanents du Conseil de sécurité affirmaient un intérêt pour la non-prolifération. Donc ces armes aux mains de l'Ukraine auraient constitué un cas de prolifération d'une ampleur sans précédent. Je ne parle même pas du coût considérable de l'entretien de l'arsenal, qui aurait coûté plusieurs fois la somme de la politique d'éducation et de santé de l'Ukraine. Je ne parle pas non plus du fait qu'ils auraient perdu les 30 milliards de dollars d'aide occidentale entre 1994 et 2014. Propager l'idée fausse que l'Ukraine aurait pu et dû garder ses armes nucléaires et ainsi ne pas être envahie, c'est donc valoriser indûment les armes nucléaires et les rendre plus désirables qu'elles ne le sont. Nous sommes dans une période sans précédent de non-prolifération horizontale. Là aussi, on pourrait montrer un graphe. Donc, ne recréons pas de désir d'armes nucléaires. Souvenons-nous que depuis la fin de la guerre froide, puisque les arsenaux indiens et pakistanais avaient en fait été finalisés à la fin des années 80, dans les plus de 30 ans qui nous séparent de la fin de la guerre froide, nous n'avons qu'un nouvel État doté, la Corée du Nord,
qui avait un programme depuis les années 50. Cette absence de prolifération est une réalité sans précédent. Il est donc important de ne pas inutilement réalimenter le désir d'armes nucléaires ou perpétuer cette idée fausse que les armes nucléaires sont intrinsèquement désirables. La plupart des États ne se sont jamais intéressés à ces systèmes d'armes et, comme je vous l'ai déjà dit, ont développé des stratégies non nucléaires de sécurité. Un autre élément, c'est que dans la situation de la guerre en Ukraine, après quelques épisodes de peur nucléaire, on a trop hâtivement considéré que la menace n'était pas réelle et que le danger avait disparu. En fait, on a paniqué à chaque fois que M. Poutine a fait des menaces et on a oublié 3 jours plus tard. Or, notre condition de vulnérabilité nucléaire qu'on a évoquée dans cette conversation n'a pas changé et malheureusement, nous avons des précédents de dirigeants qui, se croyant défaits ou étant convaincus que leur régime était mort, ont choisi l'escalade ou la demande d'escalade aux alliés. Je pense à Fidel Castro au moment de la crise de Cuba et à Konrad Adenauer au moment aussi de la crise de Cuba. Peut-être une dernière observation sur la dissuasion nucléaire comme élément strictement défensif. Il ne faut pas oublier quand même que la dissuasion nucléaire aussi a exigé, on peut discuter le nombre d'essais qui auraient été nécessaires, mais la mise en place de la stratégie de dissuasion nucléaire, c'est ce qui a exigé les explosions nucléaires sous forme des essais, des plus loin essais. Il serait donc inexact de supposer que la stratégie de dissuasion nucléaire n'inclut aucune forme d'explosion. Voilà, je pense que c'est les observations que je voulais vous faire sur l'Ukraine.